Chapitre 1, la décharge. 3. Hutchinson serrait le volant plus fort tandis que son téléphone vibrait contre le tableau de bord. Le chantier avait été un cauchemar. Aujourd'hui, nouveau retard. Un autre entrepreneur a tenté de le rattraper. À 34 ans, 3 avait monté son entreprise de démolition à partir de rien et il avait appris que montrer sa faiblesse attirait les vautours. Papa, la voix d'Emma grésillait dans le haut-parleur, faible et confuse. Dis donc, ma chérie, comment va la maison de grand-mère Hélène? 3 adoucit sa voix comme il le faisait seulement pour sa fille de 6 ans. Elle était la seule chose pure dans son monde de plus en plus compliqué. Papa, j'ai peur. Grand-mère m'a emmené dans un grand endroit rempli d'ordures et elle m'a fait manger du vieux pain. C'était mauvais et il y avait des trucs verts dessus. Le sang de 3 se glaça. Quoi, Emma? Où es-tu exactement? Je ne sais pas. Il y a des gros camions et des montagnes d'ordures. Grand-mère a dit qu'on devait venir ici parce que la voix d'Emma s'était réduite à un murmure, parce qu'il n'avait que des garçons. La ligne a été coupée. 3 fixait son téléphone, l'esprit bourdonnant. Hélène Marsh, sa belle-mère, n'avait jamais été chaleureuse avec lui, mais emmener Emma à la poubelle, lui faire manger du pain moisi. Et qu'est-ce qu'il n'avait que des garçons, bon sang? Il a appelé sa femme, Rebecca, directement sur la messagerie vocale. 20 minutes plus tard, 3 s'est garé dans l'allée du modeste ranch où vivait Hélène. La BMW de sa femme n'était pas là. Emma est sortie en courant, ses cheveux blonds ébouriffés, sa robe Disney tachée d'une odeur de nourriture avariée. Papa, elle s'est jetée dans ses bras. Hélène est apparue dans l'embrasure de la porte, ses cheveux gris sévèrement tirés en arrière, ses lèvres fines pincées dans leur éternel froncement de sourcils. Tu es en avance. Où est Rebecca? A demandé 3 sans lui rendre son salut. Je travaille encore tard. Le ton d'Hélène était si tranchant que 3 a serré la mâchoire. Pourquoi as-tu emmené Emma à la décharge? Le regard d'Hélène se déroula. Je ne sais pas ce que l'enfant t'a dit, mais maman lui a fait manger du pain avarié. Hélène à la décharge. La voix de 3 baissa jusqu'à un silence dangereux que ses employés interprétèrent comme un avertissement. Parfois, les enfants ont besoin d'apprendre que la vie n'est pas toujours belle, dit Hélène, le menton levé d'un air de défi. La famille Marsh a toujours compris le sacrifice. La famille Marsh, répéta lentement 3. Rebecca était une Castell avant le mariage. Hélène s'était remariée après la mort du père de Rebecca, alors qu'elle était jeune. Le visage d'Hélène pâlit. Je voulais juste dire que tu voulais dire quoi, Hélène? Mais elle s'était déjà retirée dans la maison, la porte se refermant avec un cliquetis définitif. 3 attacha Emma dans son siège auto, l'esprit en ébullition dans le rétroviseur. Il observa la silhouette d'Hélène à la fenêtre, immobile comme une sentinelle. Papa, qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont que des garçons, demanda Emma alors qu'il rentrait à la maison. 3 croisa son regard dans le rétroviseur. Je ne sais pas encore, ma chérie, mais je vais le découvrir. Chapitre 2, en creusant plus profondément. La maison semblait différente quand 3 a porté Emma à l'intérieur. Trop calme, trop propre. L'ordinateur portable de Rebecca avait disparu du comptoir de la cuisine où elle le laissait habituellement. Sa tasse à café préférée, celle qu'Emma lui avait faite pour la fête des mères, était utilisée dans l'évier. 3 a abordé Emma au lit avec une histoire supplémentaire, puis s'est assis dans son bureau à la maison, fixant une photo encadrée sur son bureau, Rebecca à leur mariage il y a 7 ans, radieuse en blanc, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules. À côté, un cadre plus petit contenait la première photo d'Emma, minuscule, le visage rouge, parfaite. Son téléphone a éclaté. Rebecca, désolée, grosse affaire travaillant tard chez Mirandi, ne m'attend pas Miranda Castell, la sœur de Rebecca, une thérapeute à succès qui n'avait jamais aimé 3, même si elle le cachait mieux qu'Hélène. 3 a sorti son ordinateur portable et a commencé à taper Hélène Marsh. Le nom tomba, car il la connaissait désormais sous le nom d'Hélène Castell depuis les 6 années où il était sorti avec Rebecca, puis Hélène Marsh, depuis l'année où elle s'était remariée avec ce veuf discret, Frank. Les résultats de recherche étaient rares. Frank Marsh était décédé 3 mois auparavant. 3 se souvenait des funérailles, se souvenait de la façon dont Hélène avait semblé presque soulagée plutôt que affligée. Une petite nécrologie mentionnait le précédent mariage et les enfants de Frank. Le doigt de 3 plana sur la souris. Frank Marsh avait eu 3 fils de son premier mariage, tous décédés. L'aîné était mort en Afghanistan, les 2 autres dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. 3 fils,
pas de fille. La respiration de 3 s'accéléra. Il chercha plus profondément en suivant des sites généalogiques et de vieux articles de journaux. L'arbre généalogique de la famille Marsh remontait à 4 générations. Dans les archives locales, les noms et les dates se confondaient jusqu'à ce qu'un motif émerge qui lui fit tourner la tête. Chaque mâle Marsh depuis plus d'un siècle n'avait produit que des enfants mâles, tous. Le phénomène était si répandu qu'une université locale avait mené une étude dans les années 1980, déterminant qu'il s'agissait probablement d'un trait génétique, peut-être une anomalie chromosomique, empêchant la conception ou la viabilité d'une progéniture féminine. Les mains de Troy tremblent maintenant. Emma avait 6 ans. Emma était une fille, si Hélène avait vraiment pensé à Emma comme faisant partie de la lignée des Marsh lorsqu'elle avait dit qu'il n'avait que des garçons. Puis la porte d'entrée s'ouvrit. Les talons de Rebecca claquèrent sur le parquet. Troy, appela-t-elle doucement. Tu es encore debout. Il ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers la cuisine. Rebecca se tenait près du réfrigérateur, toujours en tenue de travail, un tailleur bleu marine impeccable qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Son cabinet d'avocat payait bien, mais pas tant que ça. Comment était celui de Miranda, demanda-t-il. Rebecca ne le regarda pas dans les yeux. Bien, tu sais comment elle est. Ayant besoin de se défouler sur son ex, elle se servit un verre de vin. Comment va Emma? Journée intéressante, ta mère l'a emmenée quelque part. Insolite. La main de Rebecca se posa sur le verre de vin. Qu'est-ce que tu veux dire? Un dépotoir, Rebecca. Hélène a emmené notre fille de 6 ans manger du pain moisi dans un dépotoir. C'est ridicule, maman, n'est-ce pas? Emma m'a appelé, terrifiée, a dit Hélène. Lui a dit qu'elle n'avait que des garçons. Ça te rappelle quelque chose? Le visage de Rebecca s'est vidé de ses couleurs. Je sais, je ne comprends pas ce qu'elle voulait dire. Troy s'est approché, pas vrai? Parce que j'ai passé du temps à faire des recherches sur la famille Marsh ce soir, une génétique fascinante. Ils l'ont fait. Rebecca reposa son verre de vin avec un tintement sec. Troy, tu me fais une bonne peur, dit-il doucement, car je commence à avoir peur, trop peur des autres mensonges que je pourrais découvrir si je continuais à fouiller. Le téléphone de Rebecca a pété. Elle y a jeté un coup d'œil et Troy a aperçu une lueur de panique dans ses yeux avant de détourner l'écran. J'ai besoin d'une douche, dit-elle d'une voix tendue. On pourra parler demain. Elle se précipita vers les escaliers mais Troy la saisit par le bras, doucement mais fermement. Rebecca, elle se retourna et pendant un instant, il vit quelque chose sur son visage qu'il n'avait jamais vu auparavant, la culpabilité, une culpabilité brute, désespérée. Je t'aime, murmura-t-elle. Je sais. Répondit Troy. La question est, qui d'autre aimes-tu? Chapitre 3, le point de rupture. Troy ne dormit pas. Il resta assis dans son bureau jusqu'à l'aube, construisant une chronologie qui lui donnait l'impression qu'elle se défaisait. Emma était née 7 ans et 2 mois plus tôt. Rebecca était tombée enceinte pendant leur fiançailles, 3 mois avant le mariage. Une heureuse surprise qui les avait tous deux rendus fous de joie. Mais maintenant, ils se souvenaient des choses différemment, les étranges sautes d'humeur de Rebecca ce printemps-là, son intérêt soudain pour les cours de yoga qui semblaient se produire à des heures inhabituelles. La façon dont elle avait protégé son téléphone, prétendant que le travail devenait plus exigeant. Il se souvenait aussi de la semaine où elle était allée rendre visite à sa colocataire d'université à Portland. Un moment entre filles, appelait-elle ça. J'ai juste besoin de me changer les idées avant de fonder une famille. Emma était née exactement 38 semaines après le retour de Rebecca de Portland. Le téléphone de Troy sonna à 6 heures du matin, un numéro inconnu, Monsieur Hutchinson, ici le docteur Raymond Cross. Je crois qu'il faut qu'on parle. Qui est-ce? J'étais le médecin de Frank Marsh. Je pense que vous aimeriez en savoir plus sur les antécédents médicaux de sa famille, sur des choses qui pourraient affecter sa fille. Troy serra le téléphone plus fort. Quel genre de choses? Pas au téléphone. Pouvez-vous me retrouver à Riverside Park dans 1 heure? Venez seul. Le docteur Cross était un homme mince d'une 60aine d'années, au regard bienveillant et aux mains légèrement tremblantes lorsqu'il tendit une enveloppe manie à Troy. Frank était un homme bien, dit Cross alors qu'ils étaient assis sur un banc surplombant la rivière, mais il apportait un sentiment de culpabilité jusqu'à sa mort, à propos d'Hélène, de ce qu'elle cachait. Troy ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux,
des résultats de tests génétiques et une lettre manuscrite. Frank l'a pris 3 mois avant sa mort. Hélène lui avait tout avoué lors d'un de ses traitements contre le cancer. La culpabilité la rongeait, surtout après la mort des fils de Frank et la découverte des résultats des tests génétiques. 3 lut la lettre de Frank, écrite d'une main tremblante et prudente. À quiconque trouvera ceci, ma femme, Hélène, a commis une terrible erreur il y a 7 ans. Elle a aidé sa fille à tromper son mari sur la paternité de leur enfant. L'homme qu'Hélène appelle Curtis Brennan est le vrai père. J'ai gardé ce secret parce que j'aime Hélène, mais je ne peux pas mourir avec cette certitude. La petite fille mérite la vérité et le mari mérite justice. Hélène avait prévu de lui annoncer la vérité le jour où Curtis reviendrait en ville le mois prochain. Elle le préparait depuis des mois, essayant de trouver le courage. Mais je pense que cet homme mérite de savoir selon ses propres conditions. Frank Marsh. La vision de 3 brouillait Curtis Brennan. Ce nom le frappa comme un coup dur. Curtis avait été le partenaire d'études de Rebecca en droit. Il était présent à leur mariage, charmant, beau, avec un sourire facile qui avait instinctivement déplu à 3. Curtis avait déménagé à Portland pour son travail juste après l'obtention de son diplôme, mais il était resté en contact avec Rebecca, toujours professionnel, toujours amical. Ce n'est pas tout, dit doucement le docteur Cross. Frank a mené des recherches avant de mourir. Curtis revient définitivement en ville. Il a acheté une maison à 3 kilomètres de la vôtre. Il envisage d'ouvrir un cabinet ici. 3 ferma l'enveloppe, les mains fermes, malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Hélène ne sait pas Frank a écrit cette lettre. Cross ajouta, elle pense qu'elle a encore le temps de décider comment te l'annoncer. Depuis combien de temps es-tu assis là-dessus? 2 semaines. Frank m'a fait promettre d'attendre que ses obsèques soient terminées. Il ne voulait pas qu'Hélène souffre plus que nécessaire. Même si Cross s'est tue, même si elle mérite de souffrir. 3 termina sa phrase. Cross semblait mal à l'aise. Frank l'aimait. Il voulait de la pitié pour elle. 3 se tenait debout, serrant l'enveloppe dans son poing. Frank était un homme meilleur que moi. Cet après-midi-là, 3 est allé chercher Emma à l'école lui-même, au lieu de laisser Rebecca s'en occuper. Il a étudié le visage de sa fille tandis qu'elle bavardait sur sa journée, la forme de son nez, la couleur de ses yeux, la façon dont elle gesticule avec ses mains. Il avait toujours pensé qu'elle ressemblait à Rebecca. Maintenant, il réalisait qu'il avait vu ce qu'il voulait voir. « Papa, tu as l'air triste. » dit Emma alors qu'ils étaient assis dans le glacier où ils allaient tous les vendredis depuis qu'elle était en âge de marcher. « Je pensais juste, ma chérie, au pain avarié chez grand-mère. » 3 la regarda dans les yeux. « Emma, tu te souviens d'autre chose ?» demanda grand-mère à cet endroit. Emma fronça les sourcils de concentration. Elle dit quelque chose à propos d'un homme nommé Curtis. Elle dit qu'il rentrerait bientôt à la maison et que tout serait différent. La cuillère de 3 claqua contre son bol. « Ai-je dit quelque chose de mal ?» demanda Emma d'une voix forte. Le petit 3 força un sourire. « Non, ma chérie, tu as tout dit, exactement comme il faut. » Ce soir-là, Rebecca essaya de reprendre leur routine habituelle du vendredi soir, vint à emporter et film après qu'Emma soit allée se coucher. Mais 3 ne parvenait à se concentrer que sur le poids de l'enveloppe cachée dans le coffre-fort de son bureau. « Tu as été bizarre toute la journée, » dit Rebecca pendant le film. « C'est à cause de ce que maman a fait? » Parce que je lui ai parlé. Mince, qu'a-t-elle dit? Rebecca hésita. Elle dit qu'elle essayait d'apprendre à Emma la réalité, la dureté de la vie, en lui faisant manger de la nourriture avariée dans une décharge. Elle dit qu'Emma dramatise, que c'est juste du pain rassis, et 3 éteignit la télé. Rebecca, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. J'ai besoin que tu sois complètement honnête. Son visage pâlit. Bon, Emma est-elle ma fille? Le silence s'étendit entre eux comme un gouffre. La bouche de Rebecca s'ouvrit et se referma sans bruit. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. 3, est-elle à moi? Rebecca s'effondra complètement, sanglotant dans ses mains. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. 3 sentit une sensation de froid et de finalité s'installer dans sa poitrine. Depuis combien de temps prévoyais-tu de me quitter pour lui? Rebecca releva brusquement la tête. Quoi? Non, 3, je ne le ferai jamais. Curtis revient en ville. Rebecca, tu me prends pour une idiote?
Son visage se décomposa. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime. J'aime notre vie, Curtis et moi. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur et c'est fini. Une erreur qui a duré si longtemps, juste cette semaine à Portland. Ce n'était qu'une semaine, et je l'ai immédiatement regretté. Je suis rentré à la maison et je t'ai choisi. Je nous ai choisis. 3 se leva lentement. Tu as choisi de me mentir pendant 7 ans sur la paternité de ma fille. C'est ta fille. Rebecca se tenait là, trop désespérée dans tous les domaines qui comptent. Elle est à toi. Tu l'as élevée, tu l'aimes, arrête. La voix de 3 était d'un calme mortel. Arrête de parler. Rebecca se tut, les larmes coulant sur son visage. Je veux que tu m'écoutes très attentivement. 3 dit, j'ai construit toute ma vie autour de toi et Emma. Tout ce que je suis, tout ce pourquoi j'ai travaillé, était pour ma famille, Rebecca. Et maintenant je découvre que ma famille est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Emma t'aime. Tu es son père. Non, 3 a dit que Curtis était son père. Tu t'en es assuré. Il se dirigea vers les escaliers puis s'arrêta. Je vais te poser une autre question, et ta réponse déterminera la suite. Rebecca s'essuya les yeux, essayant de se ressaisir. Ok, est-ce que tu comptes dire la vérité à Emma? Est-ce que toi et Curtis comptaient être ensemble? Le silence de Rebecca était une réponse suffisante. 3 hocha lentement la tête. Je vois, 3, s'il te plaît, on peut surmonter ça. On pourrait aller voir un thérapeute, on peut? Non, 3 a dit qu'on ne peut pas, parce que je ne pardonne jamais la trahison, Rebecca, et je n'oublie pas. Il monta les escaliers, laissant sa femme sangloter dans leur salon. Dans son bureau, il ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des plans. 3 Hutchinson avait appris depuis longtemps que le secteur de la construction ne se résumait pas à construire des choses. Parfois, il s'agissait de les démolir complètement et de tout recommencer. Parfois, la démolition était le seul travail honnête qui restait à faire. Chapitre 4, les fondations. L'entreprise de démolition de 3, Hutchinson Heavy Industries, occupait un immense terrain à la périphérie de la ville, entouré d'une clôture grillagée et remplie de machines capables de raser un bâtiment dans le nôtre. Il avait démarré l'entreprise il y a 8 ans avec une seule excavatrice et la volonté de travailler sur des chantiers que d'autres entrepreneurs ne toucheraient pas. Maintenant, debout dans sa caravane de bureau à l'aube, 3 étudiait la coupure de journal encadrée sur son mur. Un homme du coin construit un empire à partir de cendres, disait le titre. L'article détaillait comment 3 avait acheté son premier équipement avec l'argent d'un règlement de procès, une compensation pour l'enfance qui lui avait été volée. Son téléphone vibra. Rebecca, Emma te demande. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. 3 a supprimé le message sans répondre. La vérité était que 3 Hutchinson avait déjà été démoli. À 12 ans, il avait vu le poing de son beau-père détruire le visage de sa mère pour la dernière fois. À 13 ans, il avait témoigné au tribunal contre l'homme qu'il avait appelé fils tout en lui cassant les côtes. À 14 ans, il avait utilisé l'argent de l'indemnisation de l'État pour disparaître dans le système de placement familial, choisissant des étrangers plutôt que la mère qui donnait la priorité à son petit ami plutôt qu'à la sécurité de son enfant. Il avait appris très tôt que la survie signifiait éliminer complètement les menaces. Les demi-mesures vous blessent. Un coup à la porte de sa caravane interrompit ses pensées. Miguel Santos, son contremaître et ami le plus proche, jeta un coup d'œil à l'intérieur. Patron, vous, d'accord, vous avez raté le briefing du lundi matin. Miguel travaillait pour 3 depuis 6 ans. Il était l'une des rares personnes à connaître le passé de 3 et l'une des rares à comprendre pourquoi 3 ne pardonnait jamais la trahison. Ferme la porte, dit 3. Miguel entra, son visage buriné ridé par l'inquiétude. Que se passe-t-il? 3 lui tendit la lettre de Franck. Miguel la lut 2 fois, son expression s'assombrissant à chaque mot. Patron, je suis désolé, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Miguel hocha la tête sans hésitation. Quoi que vous ayez besoin, je veux que vous fassiez quelques recherches. Curtis Brennan, c'est un avocat revenu de Portland. Découvrez tout, où il vit, où il travaille, à qui il parle. Vous voulez le suivre? Je veux que vous le connaissiez, ses routines, ses faiblesses, ses secrets, tout. Miguel resta silencieux un instant. Et Rebecca? Et elle? Tu vas essayer d'arranger les choses? 3 croisa le regard de son ami.
Miguel, si ta femme t'avait menti pendant 7 ans sur la paternité de ton enfant et prévoyait de te quitter pour le vrai père, que ferais-tu? La mâchoire de Miguel se serra. Je serais probablement en prison, exactement. Il faut donc que je sois plus malin que ça. La semaine suivante, Troy maintint une apparence de normalité tout en construisant son réseau de renseignements. Il rentrait chez lui chaque soir, dînait avec sa famille, aidait Emma à faire ses devoirs et dormait dans la chambre d'amis, apparemment à cause du stress du travail et d'insomnie que Rebecca ne questionnait pas de trop près. Rebecca, quant à elle, devenait de plus en plus nerveuse. Elle le tournait pour essayer de sonder son humeur, tentant des conversations informelles qui semblaient forcées et désespérées. « J'ai pensé à une thérapie de couple », dit-elle un soir alors que Troy aidait Emma avec un projet artistique. « Et toi ?» répondit Troy sans lever les yeux du dessin d'Emma représentant leur personnage de famille se tenant la main devant la maison sous un soleil radieux. Le docteur Kellerman a des postes disponibles la semaine prochaine. Elle est censée exceller avec les problèmes de confiance. Troy finit par s'intéresser à ses problèmes de confiance. Rebecca tressaillit au ton de sa voix. Je voulais juste dire que je sais que je dois regagner ta confiance. Je sais que ça va prendre du temps. Combien de temps penses-tu que ça devrait prendre? Troy demanda pardon pour 7 ans de mensonges. Emma leva les yeux de son dessin. Est-ce que toi et maman vous disputez? Non, ma puce, dit Troy, sa voix s'adoucissant aussitôt. On parle juste de choses d'adultes. Mais Emma n'était pas dupe. Son intuition de fillette de 6 ans perça la tension qui montait dans la maison. Est-ce à cause de ce que grand-mère avait dit sur les garçons? Rebecca serait dit. Emma, ma puce, pourquoi ne vas-tu pas regarder la télé, papa? Et j'ai besoin de parler. Emma ramassa ses crayons à contre-cœur. Je n'aime pas quand tu es triste, papa. Après le départ d'Emma, Rebecca se tourna vers Troy avec un regard désespéré. Elle ne sait rien, elle est juste confuse par ce que maman a dit. Et ta mère, qu'a-t-elle dit exactement? Je ne sais pas. Tu sais comment est maman. Elle dit des choses qui n'ont pas de sens quand elle est bouleversée. Troy observa le visage de sa femme. 7 ans de mariage lui avaient appris à lire dans ses pensées. La façon dont elle touchait sa boucle d'oreille quand elle était nerveuse, la façon dont sa voix devenait plus aiguë quand elle mentait. En ce moment, elle faisait les deux. Rebecca, je vais te donner une chance de me dire la vérité sur ce que ta mère sait et ce que toi et Curtis avez prévu. Le visage de Rebecca se décomposa. Il n'y a rien de prévu, Curtis, et je ne me suis même pas parlé depuis. Depuis quand? Depuis qu'il a appelé le mois dernier pour dire qu'il revenait, Troy a senti un froid se former dans son estomac. Il t'a appelé. C'était juste une visite de courtoisie. Il savait que j'habitais toujours ici et il voulait éviter toute gêne. Quel genre de gêne? Rebecca pleurait. Allons, Troy, s'il te plaît, je sais que j'ai merdé, mais Emma est ta fille dans tous les domaines qui comptent. Je ne veux pas être avec Curtis, je veux être avec toi. Troy se leva lentement. Le problème, Rebecca, c'est que je ne te crois pas et que je ne pardonne pas aux menteurs. Il la laissa sangloter à la table de la cuisine et se rendit à son bureau où il trouva 3 SMS de Miguel, trouva sa maison, 414 Maple Street, le grand endroit où il travaille. Davison & Associates a commencé la semaine dernière, patron, vous devez voir ça. Il a des photos sur ses réseaux sociaux, des photos récentes. Troy appela Miguel immédiatement. Quelles photos? Des photos d'une petite fille, patron, cheveux blonds, environ 6 ans. Légende. Parlons de ma belle princesse et avons hâte d'être à nouveau ensemble. La vision de Troy devint rouge. Envoyez-moi les liens. 5 minutes plus tard, Troy fixait la page Facebook de Curtis Brennan. L'homme avait exactement le même aspect, grand, athlétique, avec un sourire facile qui inspirait confiance aux gens. Mais ce sont les photos qui firent trembler les mains de Troy de rage. Emma Curtis avait posté des photos d'Emma, clairement prises de loin, Emma dans la cour de récréation. Emma sortant de l'école. Emma chez le glacier où Troy l'emmenait. Tous les vendredis, Curtis surveillait sa fille. Les légendes étaient pires, bientôt, Princesse Papa rentre à la maison. Ma petite fille grandit si vite. J'ai hâte de rattraper le temps perdu. Maison, douce maison, tout ce que j'ai toujours voulu est enfin à portée de main. Le téléphone de Troy a sonné au numéro de Rebecca. Troy, où es-tu? Emma, je te demande? Je suis au bureau. S'il te plaît, rentre à la maison.
Nous devons parler de ça comme des adultes. 3 fixait les photos sur son écran. Rebecca, Curtis sait-il où Emma va à l'école? Une longue pause. Que sait-il? Son emploi du temps, ses routines. 3. Tu me fais peur. Pourquoi répondrait-il à la question? Je ne sais pas. Nous n'avons pas parlé d'Emma spécifiquement, mais vous avez parlé. Une autre pause une fois, juste une fois, depuis qu'il a appelé. 3 a fermé les yeux quand hier il a voulu me retrouver pour prendre un café pour clarifier les choses et je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je lui ai dit que j'étais mariée et heureuse et que ce qui s'était passé entre nous était une erreur. Qu'a-t-il dit? La voix de Rebecca n'était qu'un murmure. Il a dit que les erreurs pouvaient être corrigées. 3 a raccroché et a immédiatement appelé son avocate, une bulldog nommée Patricia Wolf, spécialisée en droit de la famille et qui ne croyait pas à la clémence. Pat, je dois te voir ce soir, en urgence, et apporte tout ce que tu sais sur les droits parentaux, le droit de garde et les ordonnances restrictives. 3. Que se passe-t-il? La guerre, a dit 3, et j'ai l'intention de gagner le chapitre 5, entendant le piège. Le cabinet d'avocats de Patricia Wolf sentait le cuir et l'ambition. À 55 ans, elle se forgerait la réputation d'être l'avocate de la famille la plus impitoyable du comté, une femme capable de démanteler un contrat de mariage avec une précision chirurgicale et de dormir sur ses 2 oreilles après. C'est un scénario cauchemardesque, a-t-elle déclaré après que 3 eut fini d'expliquer la situation. Légalement parlant, si Curtis est le père biologique d'Emma et peut le prouver, il a des droits. Quel type de droit? Un droit de visite, éventuellement la garde partagée, selon la façon dont le tribunal considère son absence pendant les 6 premières années de sa vie. La mâchoire de 3 se serra. Même s'il l'avait abandonné, il pouvait prétendre qu'il ignorait son existence. Rebecca pouvait le soutenir. Patricia se pencha en avant. 3. J'ai une question à te poser et j'ai besoin que tu sois honnête. As-tu l'intention de faire du mal à cet homme? Non, dit 3, j'ai l'intention de le détruire légalement. Patricia se détendit légèrement. Tant mieux, parce que si tu le touches, tu perds tout, Emma, la maison, ton entreprise, tout. Ensuite, on fera les choses dans les règles. On aura besoin de preuves ADN, de documents sur son comportement de harcèlement et de preuves que toute relation entre Curtis et Rebecca serait préjudiciable au bien-être d'Emma. Patricia sortit un bloc-notes. Je vais déposer une demande d'injonction restrictive sur la base des photos des réseaux sociaux. Ça devrait nous faire gagner du temps. Combien de temps? 2 semaines, peut-être 3. Mais 3, si Curtis est intelligent et les avocats le sont généralement, il contre-attaquera avec une action en paternité. Une fois que le test ADN sera positif, la donne changera. 3 resta silencieux un long moment. Et si le test ADN n'avait jamais lieu? Que veux-tu dire? Et si Curtis disparaissait avant qu'il ait pu déposer plainte? Les yeux de Patricia se plissèrent. Je ne peux pas participer à quoi que ce soit d'illégal. Je ne parle pas d'illégal. Je parle de donner à Curtis une raison de quitter la ville volontairement. Quel genre de raison? 3 sourit, mais sans chaleur. Le genre de raison qui rend le fait de rester plus pénible que de partir le lendemain matin. 3 mit son plan à exécution. Il appela d'abord l'école Emma et se fit enregistrer comme seul ramasseur autorisé. Puis il installa des caméras de sécurité autour de sa maison et engagea une société de sécurité privée pour assurer une protection discrète. Mais le vrai travail commença par un appel à un vieil ami. Danny Reeves répondit à la première sonnerie. 3, toi, fils de paix. Ça fait combien de temps? 3 ans. J'ai besoin d'une faveur. Danny avait été le compagnon de cellule de 3 lors d'un bref séjour en centre de détention pour mineurs. 15 ans plus tôt, il dirigeait une société de gestion de réputation spécialisée dans la suppression des problèmes sur Internet. Ces méthodes n'étaient pas toujours légales, mais toujours efficaces. Quel genre de service me faut-il? Trouvez tout ce qu'il y a à savoir sur un avocat nommé Curtis Brennan, et je dis bien tout, antécédents de crédit, relevés de notes, dossiers médicaux, contraventions, relevés de notes universitaires, relations amoureuses, tout. Ça va me causer des problèmes, surtout si tu es aussi doué qu'avant. Danny rit, je ferais mieux de me donner 48 heures. Pendant que Danny opérait sa magie, 3 se concentrait sur sa guerre psychologique. Miguel commença à suivre Curtis ouvertement, assez près pour être remarqué, assez loin pour éviter les accusations de harcèlement. Le message était clair, vous êtes surveillé.
Puis 3 commença à fréquenter les endroits où Curtis le voyait, le café près de son bureau, la salle de sport où Curtis s'entraînait, l'épicerie qu'il fréquentait, toujours poli, toujours distant, mais toujours présent. Curtis comprit le message le 3e jour. Je sais ce que tu fais. Curtis dit, coinçant 3 sur le parking devant la quincaillerie. 3 leva les yeux de son camion chargé de tuyaux en PVC. Et qu'est-ce que je fais, à m'intimider, à me suivre? Je gère mon entreprise et je vis ma vie, dit 3 calmement. Si nos chemins se croisent? Ce n'est qu'une coïncidence. Curtis s'approcha. Je sais que tu sais pour Emma. Emma est ma fille. Non, dit Curtis, la voix durcie. Elle est à moi, et Rebecca et moi allons être ensemble. 3 s'assit sur le tuyau qu'il tenait et se tourna pour faire face à Curtis. Les 2 hommes étaient à peu près de la même taille, mais 3 avait 18 kilos de muscles et une vie de contrôle. Une violence qui transparaissait dans sa posture. Menacez-vous ma famille? Demanda 3 doucement. Curtis hésita légèrement. Je dis ça parce que si tu menaces ma famille, on va avoir une conversation très différente. Je ne menace personne. Je te dis juste comment les choses vont se passer. 3 sourit. Curtis, laisse-moi te dire comment les choses vont se passer. Tu vas rester loin de ma femme et de ma fille. Si tu ne le fais pas, je vais te pourrir la vie. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon propre enfant me regarder. Ce soir-là, Danny a appelé pour faire son rapport. Ton fils, Curtis, a des secrets intéressants. Danny a dit, je veux tous les points importants. Il a des dettes de jeu, de grosses dettes, il a perdu environ 60 000 $ à Las Vegas il y a 6 mois à cause de gens très hostiles. Il a effectué ses paiements, mais il est en retard. Le pouls de 3 s'est accéléré. Quel retard de 3 mois. Et ce ne sont pas le genre de personnes qui envoient des rappels polis. Quoi d'autre? Son dossier médical montre qu'il a été traité pour anxiété et dépression, qu'il est actuellement sous traitement, qu'il a fait une dépression à Portland l'année dernière après qu'un client l'a poursuivi pour faute professionnelle. L'affaire de faute professionnelle a été réglée à l'amiable, mais cela lui a coûté son emploi et la plupart de ses économies. Il est pratiquement ruiné. 3. Ce retour à la maison. Ce n'est pas un choix, c'est du désespoir. 3 a assimilé cette information. Autre chose? Une dernière chose, la sœur de votre femme, Miranda. Elle a été en contact avec Curtis. Les relevés téléphoniques montrent qu'ils se parlent régulièrement depuis 2 mois. 3 a senti la dernière pièce du puzzle s'emboîter. À quelle fréquence? 3 conversations de plusieurs fois par semaine. Envoie-moi tout ce que 3 a dit. Et Danny, j'ai besoin que tu fasses une dernière chose. Nomme-le. J'ai besoin que les créanciers de Curtis à Las Vegas sachent exactement où ils se trouvent. Danny resta silencieux un instant. 3. Ces types ne plaisantent pas. Je ne te demande pas de lui faire du mal. Je te demande juste de partager des informations. Ça pourrait mal tourner. C'est déjà mal, dit 3. Je suis juste en train d'équilibrer les chances. Après avoir raccroché, 3 était assis dans son bureau à planifier ses prochaines actions. Rebecca jouait un jeu plus long qu'il ne l'avait imaginé, avec Miranda comme allié et Curtis comme plan de fuite. Ils planifiaient cela depuis des mois, peut-être plus longtemps, mais ils avaient commis une erreur critique, ils l'avaient sous-estimé. 3 sortit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à trouver le numéro du cabinet d'avocat de Rebecca. Il n'avait rencontré son patron, Jonathan Davison, que quelques fois, mais cet homme lui avait semblé être quelqu'un qui valorisait sa réputation par-dessus tout. Monsieur Davison, voici 3 Hutchinson, le mari de Rebecca. Je me demandais si nous pourrions prendre un café demain. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur votre nouvel associé. 3 a raccroché puis a appelé Patricia. J'ai besoin que vous accélériez le dépôt de l'ordonnance restrictive, a-t-il dit, et j'ai besoin que vous y ajoutiez Miranda. Miranda, pour quel motif? Complot en vue d'entraver un mariage et de faciliter le harcèlement. 3. C'est un peu tiré par les cheveux, Pat. Crois-moi, d'ici demain après-midi, tu auras toutes les preuves nécessaires. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à 3 d'attendre que ses ennemis y tombent, mais il avait d'abord un dernier coup de fil à passer. Hélène, c'est 3, il faut qu'on parle. Chapitre 6, la toile du traître. La cuisine d'Hélène sentait la cigarette et le regret. Elle était assise en face de 3 à la même table où elle lui avait servi les dîners du dimanche pendant 7 ans,
les mains tremblantes alors qu'elle allumait une autre menthol. Tu sais, dit-elle sans préambule. Je sais tout. Hélène a tiré une longue bouffée de sa cigarette. Frank te l'a dit. Frank m'a laissé une lettre avant de mourir. C'était un homme meilleur que vous ne le méritiez tous. Des larmes ont coulé sur les joues burinées d'Hélène. Il l'était. Je l'ai tué de culpabilité. Tu sais, le cancer a peut-être emporté son corps, mais j'ai empoisonné son âme. Parle-moi de Curtis. Hélène a écrasé sa cigarette et en a immédiatement allumé une autre. Rebecca l'a rencontré à la faculté de droit. Elle était déjà fiancée avec toi, mais elle avait peur. Peur de quoi? De se caser, de se retrouver, comme moi, coincée dans une petite ville avec un homme qui travaillait de ses mains. Alors qu'elle nourrissait de grands rêves, la voix d'Hélène était amère. Curtis était tout ce qu'elle pensait désirer, sophistiqué, ambitieux. Il la faisait se sentir spéciale. Alors, elle a eu une liaison une semaine. C'est tout ce que ça devait être. Elle est allée à Portland pour réfléchir aux fiançailles et Curtis était là pour une conférence de droit. Ils ont passé la semaine ensemble et elle est rentrée enceinte. Troy sentit sa poitrine se serrer. Elle savait que ce n'était peut-être pas la mienne. Elle espérait. C'était à toi. Elle voulait que ce soit à toi. Mais quand Emma est née, Hélène s'est tue. Quand Emma est née, à quoi elle ressemblait, Curtis l'est toujours, si on sait à quoi s'attendre. Rebecca a paniqué. Elle m'a fait promettre de ne rien dire et j'ai tenu cette promesse parce que je pensais que c'était pour le mieux. La voix de Troy était dangereusement basse. Tu as aimé cette petite fille dès sa naissance. Tu as été un meilleur père que Curtis n'aurait jamais pu l'être. Rebecca a fait le bon choix. Rebecca a choisi de me mentir pendant 7 ans. Ella a croisé son regard. Oui, elle l'a fait, et je l'aide à le faire. Pourquoi as-tu emmené Emma à la décharge? Le visage d'Hélène s'est décomposé parce que Curtis est de retour et que Rebecca perd son sang-froid. Elle a parlé de te dire la vérité, d'essayer de trouver un arrangement. Quel genre d'arrangement? La garde partagée, avec Curtis comme père et toi comme beau-père. La voix d'Hélène s'est brisée. Je me suis dit que si Emma comprenait à quel point la vie pouvait être dure sans sécurité, sans foyer stable, elle pourrait aider Rebecca. Voir raison. Troy fixa cette femme qui avait mangé à sa table, accepté ses cadeaux, l'appelait son fils. Tu essayais de terroriser une enfant de 6 ans pour protéger les mensonges de ta fille. J'essayais de protéger ma petite fille, dit Hélène, et toi, en aidant Rebecca, tu comptes me quitter? Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Quoi? Non, Rebecca ne veut pas te quitter. Elle veut trouver un moyen de te dire la vérité sans tout perdre. Hélène Curtis traque Emma. Il publie des photos d'elle en ligne, l'appelle. Sa fille, Rebecca, lui parle dans mon dos, et ton autre fille, Miranda, aide à tout coordonner. Hélène pâlit. Ce n'est pas Rebecca, n'est-ce pas? Troy sortit son téléphone et lui montra les publications de Curtis sur les réseaux sociaux. Les mains d'Hélène tremblaient en parcourant les images. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait? Tu m'as donné une guerre, dit Troy. Et maintenant, je vais la gagner. Hélène leva les yeux vers lui, la peur perçant ses yeux. Que allez-vous faire? Je vais donner à Rebecca et Curtis exactement ce qu'ils veulent, et ensuite je vais les regarder s'entretuer pour l'obtenir. Hélène lui attrapa le bras. Troy, s'il vous plaît, Emma ne mérite pas d'être mêlée à tout ça. Troy retira doucement sa main. Tu aurais dû y penser il y a 7 ans. Cet après-midi-là, Troy rencontra Jonathan Davison dans un café chic du centre-ville. Davison était un homme distingué d'une 60aine d'années qui avait bâti la réputation de son cabinet sur la discrétion et l'éthique. Monsieur Hutchinson, que puis-je faire pour vous? Troy glissa un dossier sur la table. Je voulais vous donner des nouvelles de Curtis Brennan avant que cela ne soit rendu public. Davison ouvrit le dossier et commença à lire. Son expression s'assombrissait à chaque page, copie des dettes de jeu de Curtis, procès pour faute professionnelle, son dossier médical et, surtout, des captures d'écran accablantes et imprimées de ses publications sur les réseaux sociaux mettant en vedette Emma, Jésus-Christ. Davison a murmuré, est-ce légitime? Tout? Curtis a harcelé ma fille de 6 ans et publié des photos d'elle en ligne, prétendant qu'elle était une enfant. Il a également eu une relation inappropriée avec ma femme. Davison a fermé le dossier. Monsieur Hutchinson,
je vous remercie d'avoir attiré mon attention sur ce point, mais il semble que ce soit une affaire de famille. Monsieur Davison, Curtis utilise les ressources de votre cabinet pour faciliter ce harcèlement. Il a passé des appels personnels pendant les heures de travail, utilisé les ordinateurs de l'entreprise pour faire des recherches sur ma famille et s'est représenté lui-même à l'école de ma fille en tant qu'avocat de votre cabinet. Lorsqu'il a tenté d'obtenir des informations sur son emploi du temps, Davison est devenu blême. Il a dit à la secrétaire de l'école qu'il représentait un client dans une affaire de garde d'enfants et qu'il avait besoin de vérifier l'horaire de sortie d'Emma. Elle lui a donné des informations parce qu'il a dit travailler pour Davison et Associés. C'était un mensonge, mais Troy savait que Davison ne le vérifierait qu'après. Il avait agi en conséquence. Je veux qu'il parte, a déclaré Davison aujourd'hui. Je comprends. Je voulais juste que vous le sachiez avant que l'ordonnance restrictive ne soit rendue publique et que les journalistes ne commencent à appeler l'ordonnance restrictive déposée cet après-midi, accompagnée d'une plainte officielle pour harcèlement. Davison s'est levé brusquement. Merci de m'avoir signalé cela. Curtis Brennan ne sera plus associé à ce cabinet. À 16 heures, Curtis avait été licencié. À 17 heures, Patricia avait déposé une ordonnance restrictive et à 18 heures, Troy était à la maison en train de préparer le dîner pour Emma. Lorsque Rebecca est entrée, le visage pâle et secoué, « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Emma est juste là. Emma, va jouer dans ta chambre quelques minutes, dit Rebecca d'une voix tendue. Après le départ d'Emma, Rebecca se tourna vers Troy, les larmes aux yeux. Curtis a été viré aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est malheureux. Tu as fait ça. J'ai protégé ma fille d'un harceleur. Rebecca frappa le comptoir. Bon sang, Troy, tu détruis tout. Je ne détruis rien qui n'était déjà cassé. Curtis est le père d'Emma. Troy se rapprocha de sa femme. Non, Rebecca, je suis le père d'Emma. Je suis son père depuis 6 ans. Curtis est juste l'homme qui a contribué à son patrimoine génétique. Tu ne peux pas faire disparaître ça comme ça. Regarde-moi. Le téléphone de Rebecca sonna. Elle y jeta un coup d'œil et son visage devint blanc. C'est Curtis, ne réponds pas. Elle répondit quand même, Curtis. Troy pouvait entendre la panique dans la voix de Curtis à travers le téléphone. Becca, il faut qu'on parle. Quelqu'un a donné des informations à mes créanciers. Ils savent où je suis. Rebecca regarda Troy avec une horreur croissante. Quels créanciers? Les gens de Vegas. Ils sont là, Rebecca. Ils veulent leur argent et ils le veulent tout de suite. Rebecca raccrocha et fixa Troy du regard. Tu as donné ça. Position à des requins solitaires. J'ai donné des informations publiques aux parties intéressées. Ils pourraient le tuer. Alors il devrait payer ses dettes. Rebecca s'éloigna. Je ne sais plus qui tu es. Troy sourit froidement. Je suis exactement celle que j'ai toujours été, Rebecca. La seule différence, c'est que maintenant tu vas voir ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Je veux divorcer. Non, dit Troy calmement. Tu ne veux pas. Si, je veux. Je veux la garde d'Emma et je veux que tu sortes de nos vies. Troy sortit son téléphone et lui montra un document. Il s'agit d'une demande de garde exclusive fondée sur ton inaptitude à être mère, ton instabilité mentale, ton adultère, ta conspiration en vue de faciliter le harcèlement et la mise en danger d'enfants. Le visage de Rebecca devint blanc. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Je peux tout prouver. Ta sœur, Miranda, a été d'une grande aide. En fait, les relevés téléphoniques montrent qu'elle a aidé à la coordination entre toi et Curtis. Pendant des mois, elle a également fait des recherches sur les avocats spécialisés en droit de la garde des enfants et en divorce pour toi, Miranda, n'est-ce pas? Miranda a enregistré tes conversations, Rebecca? Elle a monté un dossier contre moi pendant des mois, documentant tout ce qui, selon elle, pourrait t'aider dans un divorce. Malheureusement pour toi, ces mêmes enregistrements prouvent complot et préméditation. Rebecca s'est effondrée sur une chaise. Ce n'est pas en train d'arriver. C'est parce que tu l'as provoqué, toi, Curtis, Miranda et ta mère. Vous avez tous décidé de détruire ma famille, alors maintenant je vais détruire la tienne. Rebecca leva les yeux vers lui avec un regard désespéré. Que veux-tu? Je veux que tu appelles Curtis et que tu lui dises que c'est fini. Je veux que tu coupes tout contact avec lui immédiatement et que tu convainques Miranda de rester en dehors de ça. Et si je fais ça,
Alors on ira à je suis en thérapie de couple et nous essayons de régler ça comme des adultes. Et Curtis? Le sourire de Troy était tranchant comme une lame. Curtis n'est plus ton problème. Le téléphone de Rebecca a encore sonné. Cette fois, c'était Miranda. Ne réponds pas, dit Troy, mais Rebecca était déjà en train de balayer l'écran pour accepter l'appel. Miranda. La voix de Miranda était hystérique. Rebecca, quelqu'un est entré par effraction dans mon bureau. Ils ont détruit mon ordinateur, mes fichiers, tout. Rebecca regarda Troy avec une peur grandissante. Qui a pu faire ça? Je ne sais pas, mais la personne a laissé un message. Ils m'ont dit de m'occuper de mes affaires et d'arrêter de m'immiscer dans le mariage des autres. Oh mon Dieu! Troy prit le téléphone des mains de Rebecca. Bonjour, Miranda, Troy. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que vous complotez contre moi depuis des mois. Ce qui se passe, c'est que vous enregistrez les conversations privées de ma femme. Ce qui se passe, c'est que vous... Je suis sur le point d'apprendre pourquoi les gens intelligents ne s'en prennent pas à ma famille. Il raccrocha et rendit le téléphone à Rebecca. Troy dit calmement, discutons de la façon dont cela va se passer. Chapitre 7, le dénouement de Curtis. Brennan était un homme brisé mercredi matin. De l'autre côté de la rue, Troy regardait Curtis charger des cartons dans une Honda Civic cabossée. Ses mouvements étaient frénétiques et désespérés. La maison que Curtis avait achetée. Symbole de son retour triomphal, elle arborait désormais un panneau « À vendre » et une collection croissante d'avis juridiques collés sur la porte d'entrée. Le téléphone de Troy vibra, un SMS de Miguel Vegas. Les garçons l'ont trouvé à 3 heures du matin. Pas de violence, juste une mise au clair. Il a 48 heures pour réunir $60 000, sinon ils commenceront à prendre des garanties. Troy sourit d'un air sombre. Curtis n'avait pas $60 000. Curtis en avait à peine 600. Après ses frais d'avocat et la compte perdue sur la maison, il ne pouvait plus se le permettre. Mais l'argent? Ce n'était pas le vrai problème. Le vrai problème était que Curtis était tellement absorbé par son fantasme de jouer à la maison avec Rebecca et Emma qu'il avait oublié les personnes bien réelles qui voulaient lui casser les jambes. Troy démarra son camion et se rendit au bureau où Patricia l'attendait avec une pile de documents juridiques. L'ordonnance restrictive a été approuvée, dit-elle sans préambule. Curtis doit se tenir à au moins 150 mètres de vous, Rebecca et Emma. Il ne peut également contacter aucun d'entre vous, directement ou par l'intermédiaire de tiers. Qu'en est-il de la demande de garde? Il ne peut pas déposer de demande de paternité tant que l'ordonnance restrictive est en vigueur. Mais, 3, ce n'est que temporaire. Il finira par pouvoir la contester. Il ne sera pas là assez longtemps pour contester quoi que ce soit. Patricia semblait inquiète. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Curtis est sur le point de découvrir que la vie dans une petite ville ne lui convient finalement pas. Cet après-midi-là, Troy se rendit à l'école d'Emma pour la réunion parents-professeurs qu'il avait demandée. Madame Peterson, l'institutrice d'Emma en CP, était une femme gentille dans son ensemble. Une quinquagénaire qui se souciait sincèrement de ses élèves. Emma a été différente cette semaine, dit-elle alors qu'ils étaient assis sur les minuscules chaises en plastique, plus calme, plus anxieuse. Elle n'arrête pas de demander si vous allez la chercher. Il y a eu des changements à la maison. Troy répondit prudemment, rien qui concerne Emma directement, mais elle est perspicace. Monsieur Hutchinson, j'ai quelque chose à vous dire. Un homme est venu hier pour poser des questions sur Emma. Il a dit qu'il était avocat et travaillait sur une affaire de garde d'enfants. Le sang de Troy se glaça. Que lui avez-vous dit? Rien. Nous avons des règles strictes concernant le partage d'informations. Mais il semblait déjà en savoir beaucoup sur Emma, son emploi du temps, ses amis, ses routines. Vous a-t-il donné un nom? Curtis Brennan. Il a dit qu'il travaillait chez Davison et Associés. Troy sortit son téléphone et montra à Madame Peterson la photo de Curtis. Est-ce lui? Oui, Monsieur Hutchinson, dois-je m'inquiéter? Il n'a plus le droit d'entrer dans l'enceinte de l'école. Une ordonnance restrictive est en vigueur. Je vais. Faites-en envoyer une copie au bureau. Madame Peterson hocha gravement la tête. Emma est-elle en danger? Troy réfléchit à la question. Curtis était désespéré, fauché et confronté à la violence de ses créanciers. Les gens désespérés prennent de mauvaises décisions. Je ne pense pas,
mais je prends mes précautions. Ce soir-là, 3 était assis dans son bureau, regardant les images de surveillance de son système de sécurité. Les caméras avaient enregistré plusieurs visiteurs intéressants au cours de la semaine précédente. Lundi, Curtis est passé lentement devant la maison 3 fois. Mardi, Miranda s'est garée de l'autre côté de la rue pendant 2 heures, attendant apparemment le départ de 3. Mercredi, une voiture inconnue immatriculée au Nevada, vraisemblablement celle des créanciers de Curtis. Mais les images de jeudi étaient les plus révélatrices. Rebecca avait quitté la maison à 14 heures, soi-disant pour faire des courses. Elle s'est rendue sur un parking en périphérie de la ville où elle a rencontré Curtis pour ce qui semblait être une conversation intense. La réunion a duré 30 minutes avant que Rebecca ne rentre seule chez elle. Curtis, quant à lui, était resté assis dans sa voiture pendant une heure plus tard, apparemment en train de téléphoner. 3 a pris son téléphone sécurisé, celui que Danny lui avait donné des années auparavant pour les conversations qui devaient rester privées. Danny, j'ai besoin de nouvelles. Ton fils, Curtis, est en difficulté. Tu essaies d'emprunter de l'argent à 3 personnes différentes aujourd'hui, sans succès. Et ses autres options? C'est là que ça devient intéressant. Quelqu'un lui a fourni des informations sur toi, dossiers financiers, contrats commerciaux, informations personnelles. 3 resserre son emprise sur le téléphone. Qui travaille encore là-dessus? Mais qui que ce soit a accès à des informations privilégiées, relevés bancaires, déclarations de revenus, même des documents judiciaires scellés de ton dossier pour mineurs. 3 sentit un frisson lui parcourir le dos. Seules quelques personnes avaient accès à ce niveau d'informations personnelles. Danny, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi. Est-ce que quelqu'un a fait des vérifications sur moi récemment? Détective privé, cabinet d'avocat, ce genre de choses. Donne-moi 20 minutes. 3 raccrocha et se dirigea vers la cuisine où Rebecca aidait Emma à faire ses devoirs. Elle ressemblait à une famille parfaite, mère et fille penchées sur un cahier d'exercice, la lumière du soir filtrait à travers les fenêtres. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Demanda 3, mon chéri, en l'embrassant sur le haut de la tête. Bien, Madame Peterson a dit qu'un homme était venu me demander de mes nouvelles, mais elle ne lui a rien dit parce qu'elle ne parle pas aux inconnus. Rebecca se figea. Quel homme? Emma haussa les épaules, je ne connais pas d'homme. 3 croisa le regard de Rebecca de l'autre côté de la table. Elle savait exactement de quel homme il s'agissait. Emma, pourquoi n'irais-tu pas regarder la télé quelques minutes? Maman et papa ont besoin de parler. Après le départ d'Emma, Rebecca se tourna vers 3, les larmes aux yeux. Je ne savais pas qu'il allait à l'école, mais tu savais qu'il violait l'ordonnance restrictive. Quand tu l'as rencontré aujourd'hui, Rebecca est devenue blanche. Comment as-tu fait? Je sais tout, Rebecca. La question est, qu'est-ce que Curtis et toi avez prévu d'autre? Rien, 3, je te le jure. Je lui ai dit que c'était fini. Je lui ai dit de quitter la ville et de ne plus jamais nous contacter, et il a dit qu'il ne pouvait pas partir. Il a dit qu'il devait de l'argent à des personnes dangereuses et que sa seule chance était de se battre pour la garde d'Emma. 3 sentit un frisson lui monter à l'estomac, la garde d'Emma. Je ne sais pas ce que c'est. Il disait des bêtises, disant qu'il pourrait obtenir une pension alimentaire ou peut-être qu'il pourrait l'éloigner d'ici, où elle serait en sécurité à l'abri de ce que Rebecca pleurait maintenant de toi, 3. Il pense que tu vas lui faire du mal. Le téléphone de 3 a sonné. Danny, 3, tu dois entendre ça. Quelqu'un fouille ton passé depuis 3 mois, des recherches approfondies, le genre qui coûte très cher. Qui? Un cabinet d'enquêteurs privés de Portland, engagé par un cabinet d'avocats appelé Miranda Castell, docteur en psychologie clinique agréé. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Miranda n'était pas seulement la sœur de Rebecca. C'était une psychologue agréée qui pouvait témoigner de son aptitude mentale dans les affaires de garde d'enfants. Elle avait établi un profil psychologique de 3 pendant des mois, documentant tout ce qui pouvait le dépeindre comme instable ou dangereux. Danny, j'ai besoin de tout ce qu'ils ont trouvé, et j'ai besoin de savoir qui d'autre y a accès. Je suis déjà au courant. Mais 3, il y a plus. Le cabinet d'enquête a également effectué une enquête complète sur Emma, dossiers médicaux, dossiers scolaires, et même des tests génétiques. Quelqu'un a soumis un échantillon de cheveux il y a 3 semaines. Les résultats sont arrivés hier. La vision de 3 s'est troublée et Curtis Brennan est bien le père biologique d'Emma. 3 a raccroché et a regardé Rebecca qui l'observait avec une terreur croissante.
Depuis quand le sais-tu? Demanda-t-il doucement. Depuis quand sais-tu que Curtis a fait tester l'ADN d'Emma? Rebecca s'est effondrée. Je ne savais pas, 3, je te jure que je ne savais pas, mais Miranda savait. Le silence de Rebecca lui a suffi. 3 s'est levé lentement, son esprit s'emballant. Miranda avait orchestré toute cette affaire depuis des mois. Elle avait engagé des enquêteurs, organisé des tests ADN et probablement coaché Curtis pour monter un dossier de garde. Plus important encore, elle se préparait à faire déclarer 3 coupables. Mentalement inapte à s'occuper d'Emma. 3 sortit son téléphone et appela Patricia. Pat, j'ai besoin d'une audience d'urgence demain, si possible. Quelle est l'urgence? Je suis sur le point d'être accusé de comportement menaçant. Je dois prendre les devants, 3. De quoi parlez-vous? Miranda monte un dossier contre moi depuis des mois. Elle va prétendre que je suis instable et dangereux, et elle a juste assez de preuves pour le prouver. Quel genre de preuves? 3 regarda Rebecca, qui le fixait avec une sorte de terreur, le genre de celles qui font croire à un jury que je suis capable de violence, dit 3. Et le pire, c'est qu'ils ont peut-être raison. Chapitre 8, les chasseurs deviennent des proies. Vendredi matin, 3 traversa sa première véritable crise. Il arriva au bureau et trouva Miguel l'attendant, l'air sombre, avec un document juridique, patron. Ceci est arrivé par courrier il y a 1 heure. 3 lut la demande de garde d'urgence déposée par Curtis Brennan et co-signée par le docteur Miranda Castell. Le document représentait 3. En tant qu'homme violent et instable, représentant un danger clair et immédiat pour le bien-être d'Emma, la requête comprenait une évaluation psychologique par un expert, basée sur une observation et une analyse approfondie du comportement de 3. La requête demandait une détention provisoire immédiate en attendant une audience complète, invoquant des menaces crédibles de violence et un harcèlement avéré contre Curtis. Ils avancent vite, a déclaré Patricia lorsque 3 a appelé les. Urgence. L'audience est prévue pour lundi matin. Nous avons 3 jours pour préparer une réponse. Quelles sont nos chances? Pas bonnes. Les qualifications de Miranda donnent un poids considérable à son témoignage, et Curtis joue parfaitement le rôle du père biologique inquiet. 3 a raccroché et a regardé par la fenêtre de son bureau le chantier de démolition de l'autre côté de la rue. Une équipe démolissait une vieille usine, réduisant en ruine 50 ans de travail en quelques heures. Parfois, la démolition était la seule option. Son téléphone sécurisé a été intercepté, Danny 3, nous avons des problèmes. Curtis a déposé plainte ce matin, affirmant que vous le suiviez et profériez des menaces. Quel genre de menaces, dit-il. Vous l'avez coincé à 1 hier, je suis allé à la station-service et je lui ai dit que tu l'enterrerais s'il ne quittait pas la ville. 3 fronça les sourcils. Je sais que je n'ai pas été à moins d'1 kilomètre de Curtis depuis lundi, mais il a un témoin qui est Rebecca. 3 a senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle a fait une déclaration à la police ce matin. Elle dit qu'elle s'inquiète de ton état mental et de ta fixation sur Curtis. Elle dit que tu as parlé d'éliminer les menaces et de protéger ce qui t'appartient d'une manière qui l'a effrayé. 3 a fermé les yeux. Rebecca l'avait parfaitement manipulé pendant qu'il était concentré sur Curtis. Elle avait monté un dossier contre lui avec l'aide de sa sœur. Danny, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose. Rebecca a-t-elle enregistré des conversations à la maison? Donne-moi 1 heure. 3 a passé cette heure à repenser à tout ce que Rebecca avait dit et fait la semaine dernière, ses tentatives de réconciliation, ses larmes et ses excuses, ses demandes d'en parler comme des adultes, tout cela pour le faire dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui. Son téléphone a sonné. L'école d'Emma. Monsieur Hutchinson, ici le directeur Martinez. J'ai bien peur que nous ayons un problème. Le sang de 3 s'est glacé. Quel genre de situation? Quelqu'un a lancé une alerte à la bombe, mentionnant spécifiquement Emma. Nous avons évacué le bâtiment et appelé la police, mais étant donné la situation liée à l'ordonnance restrictive, nous avons pensé que vous deviez savoir immédiatement où se trouve Emma en sécurité. Elle est avec moi dans la zone de rassemblement des urgences. Mais, monsieur Hutchinson, l'appelant vous a spécifiquement mentionné par votre nom. Ils ont dit que vous étiez dangereux et qu'Emo n'était pas en sécurité chez elle. 3 se dirige déjà vers son camion. Je serai là dans 5 minutes, monsieur Hutchinson. Attendez, la police veut vous parler à votre arrivée. 3 a marqué une pause pour poser quelques questions sur les menaces contre monsieur Brennan. Le piège se refermait.
Curtis et Rebecca avaient orchestré cela à la perfection, une alerte à la bombe pour faire paraître Troy instable, suivi d'un interrogatoire de police pour établir sa présence à l'école en cas de crise. Troy a appelé Patricia en conduisant. Ils me font porter un coup fatal à quoi? Tout. Alerte à la bombe, harcèlement, instabilité mentale. Ils veulent me faire passer pour un fou dangereux. 3. N'allez pas à l'école si la police vous attend pour vous interroger. Ma fille est là. Votre fille est en sécurité, mais si vous tombez dans leur piège, vous la perdrez à jamais. 3 se saisit de ses mains, tremblant de rage. Que recommandez-vous? Nous passons immédiatement à l'offensive, aïe, en révélant ce que Curtis et Miranda ont réellement fait et en prouvant que Rebecca a menti sur tout. 3 ferma les yeux. Le faire? 3. Ça va mal tourner, vraiment mal. C'est déjà mal. Cet après-midi-là, 3 étaient assis dans la salle de conférence de Patricia tandis qu'elle exposait leur contre-attaque. Danny avait fourni une mine d'informations sur les activités réelles de Curtis, le comportement contraire à l'éthique de Miranda et la coordination de Rebecca avec elle deux. Curtis a utilisé des cartes de crédit volées pour financer son enquête sur votre famille. Patricia a dit que le détective privé qu'il avait engagé avait payé avec une carte appartenant à l'un de ses clients de Portland. C'est une fraude. Ça s'arrange. Miranda a secrètement enregistré des séances de thérapie avec Rebecca et a utilisé ces informations pour monter son dossier contre vous. C'est une violation de l'éthique professionnelle qui pourrait lui coûter sa licence. Et Rebecca. Patricia a glissé un dossier sur la table. Les relevés bancaires montrent qu'elle a versé de l'argent à Curtis pendant des mois, de petites sommes de son compte joint ont été transférées vers un compte PayPal enregistré sous un faux nom. 3 a examiné les documents, combien? 12 000 $ sur 6 mois. 3 a senti une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. Rebecca ne l'avait pas seulement trahi, elle l'avait systématiquement volé pour financer cette trahison. Et ce n'est pas tout. Patricia a continué, le test ADN sur Emma. Miranda l'a arrangé en prélevant des cheveux sur la brosse d'Emma lors d'une soirée pyjama chez elle. Pas de consentement, pas d'autorisation légale. Cette preuve est irrecevable. Qu'en est-il de l'alerte à la bombe liée à un téléphone prépayé acheté avec l'une des cartes de crédit volées de Curtis? Nous pouvons prouver que c'est lui qui a passé l'appel. 3 leva les yeux. Vous pouvez prouver tout cela, chaque morceau. Mais, 3, si nous utilisons ces informations, nous les détruisons toutes. Rebecca pourrait faire face à des accusations de vol et de complot. Miranda perdra son permis et fera probablement face à des accusations criminelles. Curtis envisage plusieurs crimes et Emma. L'expression de Patricia s'est adoucie, Emma garde le seul père qu'elle ait jamais connu, l'homme qui l'a élevée, la protégeait et l'aimait inconditionnellement. 3 se leva et se dirigea vers la fenêtre à l'extérieur. La première neige d'hiver commençait à tomber, couvrant le monde en blanc propre. Faites-le, dit-il tranquillement. Tout cela. 3 se tourna vers Patricia. Je vous ai dit au début que je ne pardonne pas la trahison. Ce soir-là, 3 était assis dans sa maison vide. Rebecca avait emmené Emma chez sa mère pour la sécurité après l'incident de l'école. Le silence était assourdissant. Son téléphone a sonné. Miguel Boss. Les créanciers de Curtis l'ont retrouvé. Cette fois, il n'était pas si poli. Est-il vivant? À peine. Il est à l'hôpital avec 3 côtes cassées et une commotion cérébrale. Mais 3, il parle, disant à la police sur Rebecca et Miranda. 3 a absorbé ces informations. Il essaie de conclure un accord, ressemble à cela, espérant probablement que la coopération contribuera à ses problèmes juridiques. Laissez-le parler. Tout ce qu'il dit prouve notre cas. 3 a raccroché et s'est assis dans son salon entouré de 7 en 2. Souvenirs, photos de vacances en famille, les œuvres d'art d'Emma sur le réfrigérateur, les livres de Rebecca sur les étagères, tout cela construit sur des mensonges. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Rebecca. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. 3 regarda le message pendant longtemps avant de taper, oui, vous l'avez fait. Vous vouliez tout cela. Sa réponse est venue immédiatement. Pouvons-nous s'il vous plaît parler pour le bien d'Emma? 3 sourit sinistre mais tape, vous aurez beaucoup d'occasions de parler devant le tribunal sous serment. Le lendemain matin, apporterait l'audience de garde d'urgence, mais 3 n'était plus inquiet de perdre Emma. Il était au plaisir de regarder ses ennemis se détruire mutuellement dans leur désespoir d'échapper au piège qu'ils avaient construit pour eux-mêmes,
parce que Troy Hutchinson avait appris il y a longtemps que la meilleure vengeance n'était pas de la violence ou de la destruction. La meilleure vengeance a été de laisser vos ennemis se pendre avec une corde qu'ils avaient faite pour vous. Chapitre 9. La démolition finale. La salle d'audience de lundi matin était remplie de plus de spectateurs que Troy ne s'attendait. Le mot de l'affaire avait divulgué et les médias locaux sentaient du sang dans l'eau. Une histoire impliquant des avocats, des psychologues, des fraudes en matière de garde et des délits financiers était trop juteux pour ignorer. La juge Margaret Foster était une femme sévère dans la soixantaine connue pour sa tolérance zéro pour la salle d'audience. Elle a passé en revue la pétition d'urgence avec un scepticisme évident avant de regarder l'avocat de Curtis. Monsieur Bradley, votre client demande la garde d'urgence d'un enfant avec lequel il n'a pas eu de relation depuis 6 ans. Vous feriez mieux d'avoir des preuves exceptionnelles. L'avocat de Curtis, un jeune homme nerveux clairement hors de sa profondeur, se tenait tremblante. Votre honneur, nous avons documenté des preuves que le père gardien actuel présente un danger clair et présent pour l'enfant. Présentez votre preuve pour l'heure suivante. L'équipe de Curtis a présenté son cas. Miranda a témoigné concernant les modèles comportementaux de Troy et les menaces de violence documentées. Rebecca, semblant pâle et secouée, a décrit sa peur croissante de l'obsession de son mari pour la vengeance. Curtis lui-même a pris la position, son visage montrant toujours des ecchymoses de sa rencontre avec ses créanciers. Il s'est peint comme un père inquiet essayant de protéger sa fille biologique d'un homme instable que je n'ai jamais su que Emma existait jusqu'à récemment. Curtis a menti en douceur quand j'ai découvert que j'avais une fille. J'ai essayé d'approcher attentivement la situation, mais M. Hutchinson est devenu de plus en plus hostile et menaçant. Le juge Foster a écouté sans expression. Lorsque l'équipe de Curtis a terminé, elle s'est tournée vers Patricia. Madame Wolfe, votre réponse. Patricia se tenait avec la confiance que quelqu'un ait toutes les cartes. Votre honneur, toute cette pétition est basée sur la fraude, le vol et le parjure. Je demande la permission de présenter des preuves de complot criminel. L'objection Bradley a sauté. Il s'agit d'une audience de garde, pas d'un procès pénal. Le juge Foster rejeté a dit froidement, s'il y a des preuves de fraude dans cette pétition, je veux l'entendre. La présentation de Patricia était dévastatrice, les enregistrements téléphoniques montrant des mois de coordination entre Curtis, Rebecca et Miranda. Les dossiers bancaires prouvant que Rebecca avait volé de l'argent pour financer l'enquête de Curtis. La preuve ADN a obtenu illégalement sans consentement parental. Votre honneur, a déclaré Patricia. Ce n'est pas un cas de garde. C'est une fraude élaborée conçue pour extorquer de l'argent et des droits de garde par des moyens illégaux. Elle a présenté les preuves des cartes de crédit volées de Curtis, de son vol d'identité frauduleux et de son fabricant de preuves contre Troy, la menace de bombe qui a censé avoir démontré l'instabilité de M. Hutchinson, faite à partir d'un téléphone acheté avec des fonds volés par M. Brennan lui-même. La salle d'audience a éclaté dans des chuchotements. Curtis est devenu blanc, son avocat qui a l'air frénétiquement à travers des papiers comme s'ils espéraient trouver une défense négligée. Mais Patricia n'était pas terminée. Votre honneur, j'aimerais appeler Emma Hutchinson pour témoigner. Elle a 6 ans. Bradley a protesté, assez vieux pour répondre à des questions simples sur qui elle considère son père. Le juge Foster a hoché la tête. Je vais le permettre, mais gardez-le bref et adapté à l'âge. Emma a pris le stand avec sa robe préférée, la bleue avec les fleurs que Troy lui avait achetées pour son anniversaire. Elle avait l'air minuscule sur la chaise du témoin mais sa voix était claire lorsqu'elle a parlé, Emma. Dit Patricia doucement. Qui est ton papa? Emma pointait sur Troy sans hésitation. C'est mon papa. Quelqu'un d'autre vous a-t-il déjà dit qu'ils étaient ton papa? Emma secoua la tête. Non, papa est papa. Tu te sens en sécurité avec ton papa? Oui, papa me protège. Il me lit des histoires et me fait des crêpes et m'aide à faire de mes devoirs. Bref, Troy a regardé Curtis se disputer frénétiquement avec son avocat. Activité décrite par Madame Wolfe. Disponible pour interrogatoire par les forces de l'ordre. Enfin, elle a regardé Curtis. Monsieur Brennan, vous êtes en permanence de tout contact avec Emma Hutchinson. Toute violation de cette ordonnance entraînera une arrestation immédiate. Curtis s'est tenu tremblant votre honneur. J'ai des droits en tant que père biologique. Monsieur Brennan, le juge Foster l'a coupé. Vous avez perdu ces droits lorsque vous avez choisi la fraude plutôt que la paternité. La connexion biologique ne remplace pas les meilleurs intérêts de l'enfant,
et les intérêts supérieurs de cet enfant résident clairement avec un homme qu'il a élevé et aimé depuis 6 ans. Le gave est tombé avec la finalité. À l'extérieur du palais de justice, Troy a trouvé Rebecca en attendant son camion. Son visage était STRE avec des larmes, son costume de créateur froissé d'une nuit blanche. Troy, s'il vous plaît, nous devons parler. Non, nous ne le faisons pas. Je sais que tu me détestes. Je sais que je le mérite, mais Emma a besoin de ses 2 parents. Troy a étudié la femme qu'il avait épousée il y a 7 ans. Emma a un parent. Elle m'a. Et nous? Qu'en est-il de notre mariage? Quel mariage, Rebecca? Celui construit sur des mensonges? Celui où vous avez volé de l'argent pour financer l'enquête de votre petite amie sur moi? Ce mariage, Rebecca a sangloté. J'ai fait des erreurs, de terribles erreurs, mais nous pouvons passer à travers cela. Troy secoua la tête. Non, nous ne pouvons pas, parce que je ne pardonne pas la trahison, Rebecca. Je vous l'ai dit depuis le début. Alors que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous faites face aux conséquences de vos choix. Le procureur de district déposait des accusations de vol, de complot et de fraude. Miranda va perdre son permis et peut-être faire face à une peine de prison. Curtis examine les frais fédéraux pour la fraude par carte de crédit. Et moi? Troy a ouvert sa porte de camion. Vous avez fait votre choix, Rebecca. Vous avez choisi Curtis sur moi, se trouve sur la vérité et la cupidité sur la famille. Maintenant, vous vivez avec ces choix. Rebecca a attrapé son bras. Et Emma? Elle a besoin de ta mère. Troy enleva doucement sa main. Emma a besoin de stabilité et de vérité, 2 choses que vous n'avez jamais pu fournir. Alors que Troy partait, il a vu Rebecca dans son rétroviseur, debout seule dans le parking du palais de justice, comprenant enfin le coup de sa trahison. Ce soir-là, Troy s'est assis avec Emma dans leur salon l'aidant à travailler sur un puzzle. La maison était différente maintenant, plus propre en quelque sorte, comme si les mensonges avaient été une présence physique. Cela avait finalement disparu. Papa et maman rentrent à la maison, a demandé Emma. Troy considérait attentivement sa réponse. Maman a fait de mauvais choix, ma chérie. Elle va devoir partir pendant un certain temps pour réfléchir à ce qu'elle a fait. Êtes-vous triste? Troy a regardé sa fille, la petite fille qu'il avait appelée papa de son premier mot, qui a couru vers lui quand elle avait peur, qui lui faisait complètement confiance pour la garder en sécurité. Non, bébé, je ne suis pas triste. Je suis juste content que tu sois ici avec moi. Emma sourit et plaça un autre morceau de puzzle, moi aussi, papa. 6 mois plus tard, Troy se tenait dans la même salle d'audience pour l'audience finale de garde. Rebecca était vêtue d'une combinaison orange, servant 18 mois pour vol et complot. Curtis avait fui l'État pour éviter les accusations fédérales, abandonnant toute prétention de se soucier d'Emma. Miranda avait perdu son permis et avait fait face à son propre procès pénal. Le juge Foster a examiné l'affaire une dernière fois avant de le rendre officiel. Troy Hutchinson a obtenu la garde légale et physique unique d'Emma Hutchinson. Monsieur Hutchinson, le juge a déclaré, cette petite fille a la chance de vous avoir. Troy baissa les yeux sur Emma qui coloriait tranquillement dans la galerie. Non, votre honneur, je suis chanceux, car à la fin, Troy avait appris quelque chose que ses ennemis n'avaient jamais compris, les fondations les plus fortes n'étaient pas construites sur le sang ou la génétique ou les documents juridiques. Ils ont été construits sur l'amour, la vérité et la détermination inébranlable pour protéger ce qui comptait le plus. Et Troy Hutchinson avait toujours été très bon pour protéger ce qui était à lui. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.